On dit la part d'eau, la facture d'eau. Fais attention au sang, tu m'entends? Le rappeur Kodak Black a de nouveau été jeté derrière les barreaux, cette fois pour trafic présumé de MDMA. Mais c'est sa profession qui occupe le devant de la scène dans la salle d'audience. La déclaration a en fait demandé que vous augmentiez la caution car le prévenu est un rappeur professionnel. Mais cette demande est littéralement risible pour la défense. Mais le fait qu'il soit rappeur ne vous donne pas de raison légale d'augmenter la caution. Cet avocat, c'est Bradford Cohen, avec qui nous nous entretenons dans l'épisode d'aujourd'hui. Voici Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Kodak Black n'est pas étranger au démêlé avec la justice. Il a déjà été arrêté plusieurs fois, mais cette fois, son avocat affirme qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'accuser. Cependant, l'accusation n'est pas du même avis, puisque les charges ont déjà été retenues. Mais vont-elles tenir? C'est l'une des questions que nous nous posons aujourd'hui. Nous avons le privilège de nous entretenir avec l'avocat de la défense de Kodak Black lui-même, Bradford Cohen, et je vais lui poser toutes les questions brûlantes. Le scandale du jour se passe dans le comté d'Orange, en Floride, où Bill Capri, 28 ans, a passé quelque temps cette semaine en cellule. Si le nom de Bill Capri ne vous dit rien, peut-être le connaissez-vous sous son nom de scène, vous avez déjà entendu parler de Kodak Black. Le célèbre rappeur compte plus de 30 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. C'est le musicien à l'origine de succès comme Super Gremlin et Tunnel Vision. Inutile de dire qu'il est extrêmement célèbre ou, selon certains, tristement célèbre. Au minimum, il a déjà été condamné 12 fois et de nouvelles accusations ont été portées contre lui rien que ce mois-ci. Yo, la journée Kodak Black vient de devenir mondiale et tous les fans du premier jour veulent célébrer la journée Kodak Black avec moi. Peu importe ce qui se passe. Ses arrestations et condamnations datent de plus de 10 ans, lorsqu'il était adolescent. Entre 2015 et 2017, il a été accusé de choses comme vol, coups et blessures, séquestration d'un enfant, possession d'une arme à feu par un délinquant, vol de voiture et négligence envers un enfant. Alors qu'il était encore adolescent, à environ 17 ans, Kodak a été représenté pour la première fois par notre invité d'aujourd'hui, Bradford Cohen. Et Brad l'a représenté dans une multitude d'affaires, y compris son inculpation liée aux armes en 2019. Et c'était énorme parce que Kodak a été condamné à 46 mois, soit 4 ans de prison. Et il a même fini par purger 10 mois. Mais lors de son dernier jour en fonction en 2021, le président Donald Trump a commué sa peine. Il y a des années, Bradford avait en fait été candidat dans cette émission télévisée The Apprentice et il a utilisé cette relation avec le président Trump pour faire libérer Kodak. Il a été libéré de prison en 2021, mais il a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises, y compris moins d'un an plus tard, en 2022. Cela s'est passé dans le comté de Broward, en Floride, où il a été accusé de trafic d'oxycodone et de possession d'une substance réglementée sans ordonnance lors d'un contrôle routier. L'année suivante, en 2023, a eu lieu ce qui est peut-être son arrestation la plus tristement célèbre lorsque Kodak a été retrouvé endormi au volant, apparemment avec de la poudre blanche autour de la bouche. Au départ, il a été accusé de possession de cocaïne, mais l'accusation a été levée après que les analyses ont montré qu'il s'agissait d'oxycodone prescrite. La même année, il a été arrêté pour possession criminelle d'une arme au 2e degré et possession illégale de marijuana en tentant de passer la frontière des États-Unis depuis le Canada. Au total, il a été condamné 12 fois et ses autres condamnations ne sont qu'un prélude à ce dont nous parlons aujourd'hui. Tout cela nous ramène à novembre 2025. C'est alors qu'un appel au 911 a signalé des coups de feu tirés à l'extérieur du village de sécurité pour enfants à Orlando, en Floride. Donc, lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle dit avoir trouvé 2 véhicules et à l'intérieur de l'un d'eux, ils affirment avoir senti une odeur de marijuana. Cela leur a donc donné un motif raisonnable pour fouiller le véhicule. Ils ont ensuite trouvé un billet de 100 $ recouvert d'une substance blanche. Les premiers intervenants auraient également trouvé un sac rose contenant un petit sachet en plastique avec ce qui semblait être de la MDMA et 37 000 $ en espèces. Les procureurs ont ensuite souligné que ce sac rose apparaissait dans au moins une photo publiée sur les réseaux sociaux de Kodak. On voyait le sac avec d'autres objets comme des ciseaux et un briquet. Et d'ailleurs, Bradford Cohen va en parler plus en détail lors de l'entretien. Mais cela s'est produit l'automne dernier. Et le mois dernier, le 17 avril, les enquêteurs affirment que le test de la substance blanche s'est révélé positif à la MDMA. Et il y avait suffisamment de cette substance pour que cela soit considéré comme une quantité correspondant au seuil de trafic. C'est donc l'accusation à laquelle Kodak fait face. Et c'est là qu'intervient Bradford Cohen. Comme il l'a rappelé lors d'une audience cette semaine, le rapport initial précisait que les enquêteurs avaient trouvé 27 grammes de cocaïne. Fait intéressant, cependant, le test du 17 avril montre qu'il s'agissait en réalité de MDMA.
En plus de cela, comme l'a souligné Bradford, seulement 27 grammes ont été récupérés, ce qui est en dessous du seuil de trafic de 28 grammes pour la cocaïne. Mais lorsqu'il a été déterminé qu'il s'agissait de MDMA, le seuil est abaissé. Cette exigence pour le trafic n'est que de 20 grammes. Donc encore une fois, c'est l'accusation à laquelle Kodak fait maintenant face. L'audience elle-même, qui a eu lieu juste hier, visait à fixer la caution, mais Brad a exposé quelques éléments en notant qu'aucune empreinte n'a été trouvée correspondant à Kodak. Et il a même soutenu qu'il travaillait sur une demande de rejet de l'affaire pendant le trajet vers l'audience. Il a souligné que Kodak était en Californie quand l'affaire a éclaté et qu'il est revenu volontairement en Floride pour comparaître jeudi. L'audience a duré moins de 10 minutes, je vous ai déjà donné l'essentiel. Mais c'est cette partie qui m'a vraiment marqué. L'accusation a demandé une caution plus élevée de 75 000 $ à cause du choix de carrière du prévenu. L'État demanderait en fait que vous augmentiez la caution car le prévenu est un rappeur professionnel. Vous voyez l'avocat de la défense rire et secouer la tête. Je lui poserai la question lors de l'entretien, voici sa réponse. Mais le fait qu'il soit rappeur ne vous donne pas de raison légale d'augmenter la caution. La juge était en partie d'accord avec cela. Selon la chaîne de télévision locale WKMG, elle a poursuivi en disant, je cite, « Je vais augmenter la caution, mais pas parce que vous êtes rappeur. Je pense que cela n'a aucune incidence. » Mais les autres facteurs que le tribunal a pris en compte sont vos antécédents criminels, y compris 12 condamnations pour crime. Donc, la caution a finalement été fixée à 5 000 $ et Kodak l'a payé, puis a été libéré de la prison du comté d'Orange juste hier soir. Très bien. Et maintenant, c'est le moment que nous attendions tous. Je n'arrête pas de faire monter la pression. Alors accueillons enfin l'invité d'aujourd'hui. C'est un ami de cette émission qui se trouve justement être l'avocat de la défense de Kodak Black lui-même, Bradford Cohen. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Scandale. Permettez-moi de commencer. Comment va votre client actuellement? Il se sent mieux maintenant qu'il est sorti. Tout le monde se sent toujours mieux quand il est dehors. Donc oui, il va bien. Nous avons examiné ensemble les pièces du dossier, le rapport de police, et il sait ce qui se passe avec l'affaire. Et je pense que j'ai été assez clair sur ce que je pense de l'affaire hier devant le juge. Et nous allons en parler. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose dans cette affaire, mais nous en discuterons. D'accord, parcourons tout ça. En cherchant sur cette affaire, je me suis dit, il a été arrêté récemment, mais c'est lié à un événement de novembre. Tu peux m'expliquer? Bien sûr. Donc en novembre, un policier s'est approché de 2 véhicules et il y avait plein de gens autour. Il n'a pas vu Kodak au début quand il s'est approché des véhicules. Il finit par fouiller ces 2 véhicules et évidemment, on va un peu parler de la façon dont il a fouillé ces véhicules et pourquoi il les a fouillés et pourquoi je pense que ça pourrait aussi être un autre problème. Et dans l'un des véhicules, il finit par trouver un sac. En fait, il trouve 2 sacs. Quelqu'un est dans ce véhicule, ce n'est pas Kodak. Et il trouve 2 sacs et il y a des objets dans chaque sac. Et il y a aussi de la drogue et de l'argent dans chaque sac et il n'arrête personne d'autre que l'individu qui était dans la voiture à ce moment-là. Et je pense qu'il n'arrête pas non plus un autre individu qui se trouvait dans l'autre voiture à ce moment-là, ni Kodak, mais envoie tous ces objets dans le sac pour relever des empreintes digitales, priant pour qu'une empreinte revienne à Kodak. Parce que l'affaire n'est même pas une affaire. Même si les empreintes revenaient, ce n'est pas une affaire, mais ce n'est pas grave. Aucune empreinte digitale n'a été reliée à Kodak et ils ont attendu 6 mois. Puis j'imagine qu'ils ont décidé d'engager des poursuites parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ça m'a interpellée car tu as souligné hier au tribunal, il est poursuivi pour trafic de MDMA, mais le rapport parlait-il initialement de cocaïne? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le rapport de cette nuit-là contient beaucoup d'éléments qui sont soit différents, soit absents dans la déclaration sous serment qu'il a remis au juge pour signature, ce qui est un autre problème que j'aurais à soulever. Mais la nuit de l'événement, il affirme soi-disant que grâce à sa formation et à son expérience, il sait que c'est de la cocaïne et qu'il en a déjà vu auparavant. Et d'une manière ou d'une autre, il a repéré de la cocaïne sur un billet de 100 $ et il savait que c'était de la cocaïne. Et ensuite, quand il a pris le sachet et l'a testé, le test a révélé que c'était de la cocaïne. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, entre là-bas et le laboratoire, c'est devenu comme par magie de la MDMA. Et maintenant, tu as 27 grammes de MDMA, ce qui n'a rien à voir avec la cocaïne d'ailleurs. Ce sont 2 choses complètement différentes. Tu ne peux pas tester la MDMA et obtenir un résultat positif à la cocaïne, même avec un test de terrain. Et bien sûr, il a omis de mentionner dans la déclaration sous serment que le test de terrain initial était incorrect, soi-disant. Mais si c'était 27 grammes de cocaïne, ce ne serait pas une accusation de trafic. Et ça, ce n'est pas vendeur.
Donc tu sais, ça part au labo. Et maintenant, c'est une accusation de trafic parce qu'il y a plus de 20 grammes de MDMA, ce qui en fait donc une accusation de trafic. C'est encore quelque chose de bizarre. Et puis, dans la déclaration sous serment qu'il donne au juge pour signature, il dit qu'il sent aussi de la marijuana dans cette voiture, alors qu'il ne mentionne jamais cela dans son rapport de police le soir de l'incident. Donc il se passe beaucoup de choses ici qui sont classiques. Je vais arrêter Kodak et ne pas vraiment mener une bonne enquête ni respecter la loi. D'accord. J'ai souvent vu ça ici et je suis sûre que tu as couvert des cas où dès qu'on sent de la marijuana dans un véhicule, c'est un motif raisonnable pour fouiller. Mais est-ce que c'est quelque chose contre lequel tu vas, je suppose, t'opposer en te basant sur ce qu'il disait dans le rapport et qu'il n'a mentionné au juge que plus tard? Je veux dire, explique-moi ça. Oui, on pourrait s'y opposer, mais quand tu fais une déclaration sous serment au tribunal, tu dois inclure tous les faits et circonstances importants. Si le test était positif à la cocaïne ce soir-là, puis qu'il a commis une erreur, cela montre clairement qu'il a soit fait une erreur, soit menti. Je pense qu'il a sans doute fait une erreur, espérons-le. Et tu l'exclus d'une déclaration sous serment que tu remets plus tard à un juge. Ça suscite automatiquement des soupçons. Et comme je l'ai dit un jour au célèbre Mark Furman, si tu mens sur une chose, tu mens sur tout. C'est Mark Fuhrman. Ouais, j'ai été viré de l'émission de Geraldo Rivera pour avoir dit ça. Ouais. Mais tu sais, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais pour faire court, tu sais, le fameux dicton dit: si tu mens sur une chose, tu mens sur tout. Si tu surprends quelqu'un à mentir, comment être sûr qu'il ne mentira pas encore? C'est pourquoi je dis toujours, et j'ai déjà représenté des officiers, et je leur dis toujours: mets tout dans ta déclaration sous serment pour obtenir un mandat, afin que le juge ait une vision complète. Aucun avocat de la défense pénale n'est comme moi. Il n'y a vraiment aucun avocat de la défense pénale comme moi. Mais un autre avocat de la défense pénale pourrait dire: et pourquoi n'as-tu pas mis ça dans ton rapport? Pourquoi aurais-tu omis la soirée où cela s'est produit? Tu l'as testé et c'est ressorti comme étant de la cocaïne. Et maintenant, tout à coup, c'est de la MDMA. Beaucoup de choses soulèvent des questions à ce sujet. Le plus gros problème qu'ils ont, c'est que selon la jurisprudence de Floride, selon les éléments de la possession constructive. Je parle de possession constructive. Il existe deux types de possession. La possession effective signifie par exemple avoir de la weed dans sa poche. Et puis il y a la possession constructive, où je suis assis à un bureau et sur mon bureau, il y a un petit sachet, et dans le sachet, il y a de la weed. Je ne l'ai pas physiquement, tu vois, je ne l'ai pas en ma possession physique, mais c'est assez proche pour qu'il puisse te dire: d'accord, tu savais ce que c'était. Tu en as la maîtrise et le contrôle. Tous ces autres éléments qui entrent en jeu dans la possession constructive. Donc dans ce cas, où Kodak n'est même pas sur les lieux jusqu'à ce qu'il s'approche de l'agent et dise: et cet argent dans ce sac appartient à ma société. C'est la déclaration qu'il lui attribue. Il n'est pas présent avant ce moment. Comment pouvez-vous attribuer à Kodak des drogues trouvées dans une voiture où se trouvait quelqu'un d'autre? Vous dites que c'est à Kodak. Donc il y a un vrai problème ici. Et c'est une question juridique. C'est un problème d'éléments constitutifs. Il leur manque les éléments de l'infraction reprochée. Mais cela arrive souvent quand on voit Kodak être inculpé. Et c'est ce qui se passe encore et encore, où ils sont tellement désespérés de coincer Kodak sur quelque chose qu'ils engagent, ces poursuites. Je veux dire, c'est bien pour moi parce que ça me met en valeur quand je continue à gagner ces affaires, mais ce n'est pas bon pour le client qui continue d'être inculpé dans des affaires qui ne remplissent pas les critères légaux. Je veux dire, tu fais le travail de l'avocate de la défense que nous voudrions tous, non? Tu examines le rapport en te demandant: voilà ce qui est écrit dans le rapport. Est-ce que cela correspond à la jurisprudence ou aux lois de la Floride ou à tout ce que cela pourrait être? Tu passes tout au crible. Tu cherches la moindre faille partout. Et il y a quelque chose que tu as mentionné à l'audience d'hier dont je voulais te parler et que tu viens de répéter. Ils continuent de s'acharner sur lui. Ils essaient sans cesse de le faire arrêter. Et pendant que je regardais tout ça, j'observais. Et il a un casier judiciaire assez chargé, disons. Je crois qu'il a une douzaine de condamnations environ. Mais est-ce que tu crois vraiment que des gens cherchent à le piéger, à le faire arrêter et condamner? Oui, en Floride, dans certaines régions, je pense qu'ils veulent le piéger et le faire condamner. Je veux dire, j'ai des personnes avec qui je suis ami qui travaillent dans certaines agences et certains services de police qui me le disent. Ils ont des réunions, toi, tu sais, du genre: et j'ai entendu dire que tu as contrôlé Kodak. Alors, tu as trouvé quelque chose? Ou s'ils amènent quelqu'un de son quartier qu'ils arrêtent pour autre chose, leur première question c'est: qu'est-ce que tu sais sur Kodak?
Donc il y a depuis longtemps une sorte d'acharnement contre Kodak. Tu sais, certains endroits de la Floride essaient clairement de le coincer pour quelque chose. Et pourquoi tu penses que c'est comme ça? Je veux dire, est-ce que vous en avez parlé ensemble? Genre, qu'est-ce qu'il en pense? Je pense que la première raison, c'est que, tu sais, on a réussi à gagner beaucoup d'affaires. Je pense que, tu sais, la commutation qu'il a obtenue dans l'affaire fédérale n'a pas plu à l'agent du FBI qui était désespéré de se faire un nom avec cette arrestation. Il y a certaines choses qui, je pense, se sont produites. Tu sais, il se fait arrêter pour quelque chose. Ils essaient de l'avoir pour ça et finalement, ils n'y arrivent pas. Je pense que même si beaucoup de policiers que je représente, des très bons, disent et je ne prends rien personnellement. Et je pense vraiment que certains ne le prennent pas personnellement. Je pense que d'autres le prennent personnellement. Et puis, l'étalage de richesse, vous savez, ils n'aiment tout simplement pas ça. Je veux dire, il y a des gens qui, vous savez, n'aiment vraiment pas voir de jeunes artistes noirs rouler en Rolls-Royce. C'est juste un fait. Et les gens ne veulent pas le dire à voix haute. Moi, je vais le dire à voix haute parce que je m'en fiche. Et j'ai représenté assez de personnes dans ce domaine du divertissement pour le savoir avec certitude. Vous voyez, ils n'aiment tout simplement pas ça. Et que ce soit, vous savez, un problème de drogue ou autre chose, ça les dérange tout simplement, ça les énerve. Je pense que c'est ce qui arrive à Kodak, honnêtement. Il l'a évoqué dans ses chansons. Il voulait lui donner 8 ans, mais il a eu une mise à l'épreuve. Vous savez, si vous en parlez dans vos chansons, des choses comme ça, ils n'aiment pas ça. Donc je comprends, je comprends. Mais vous savez, si vous voulez attraper quelqu'un, faites-le de la bonne manière. Ne le faites pas autrement. N'engagez pas de poursuite pour des faits juridiquement insuffisants. Quelque chose que vous venez de mentionner et que j'ai entendu lors de votre comparution au tribunal hier. Vous savez, je veux dire, et c'est ce que vous avez dit, que peut-être qu'ils s'en prennent à ces rappeurs à succès. Nous avons vu que beaucoup des affaires dont je parle concernent des rappeurs qui ont été arrêtés ou qui sont en procès ou autres. Et hier, je n'avais jamais entendu ça auparavant, mais les procureurs ont dit qu'ils voulaient augmenter la caution parce qu'il est rappeur. Je veux dire, j'ai vu votre réaction. Nous allons la montrer dans cette vidéo. Tu as littéralement fait « Quoi? » Puis tu as commencé à rire. Peux-tu me dire ce qui t'est passé par la tête quand tu as entendu ça au tribunal? C'est tout simplement juridiquement insuffisant. Ça me donne raison. Ça prouve qu'ils l'ont enfin dit à voix haute. Je veux augmenter sa caution à cause de son emploi, parce qu'il est rappeur. C'était la raison. Je veux augmenter sa caution parce qu'il est rappeur. Donc vous savez, enfin quelqu'un l'a dit à voix haute, ce que j'ai trouvé divertissant. Mais ce n'est pas juridiquement suffisant d'augmenter une caution à cause de l'emploi de quelqu'un. Mais je veux dire, réfléchissez-y une minute. Est-ce qu'on voit des artistes country arrêtés chaque semaine pour des affaires de drogue? Pense-t-on vraiment qu'aucun artiste country ne consomme ou ne fait rien d'illégal? Est-ce qu'on pense qu'il n'y a aucun gars du rock'n'roll qui ne fait rien d'illégal et qui ne prend pas de drogue? Est-ce qu'on pense, tu sais, que dans tous ces autres genres, ces artistes, ces gens célèbres à Hollywood, est-ce qu'on croit vraiment que ces personnes ne prennent pas de drogue et n'ont jamais rien d'illégal sur eux à aucun moment? Pourquoi est-ce que c'est seulement chez les rappeurs qu'on voit ça? Tu sais, qu'on les voit se faire arrêter, contrôler, fouiller. Parce qu'il y a une sorte de fil conducteur là-dedans dont personne ne veut parler. Personne ne veut en discuter. Tout le monde le nie, tout le monde dit non, non, non. Ce n'est pas la raison, mais c'est bien la raison. Et aussi, si tu y réfléchis, ce genre de rap, tout ce domaine du divertissement, à chaque fois qu'ils s'en sortent, ils en parlent dans leurs morceaux. Et c'est différent, tu vois, par exemple, Taylor Swift, même si Taylor Swift se faisait arrêter, je ne pense pas qu'elle en parlerait dans sa prochaine chanson. Elle préfère parler de ses ruptures. Donc tu sais, tout ça, c'est du divertissement parce qu'ils créent leur propre musique. Je pense que les gens le prennent très personnellement quand ils disent, par exemple, ce flic m'a arrêté, mais il n'avait rien sur moi ou autre. Et quand ça se retrouve dans un rap, ça ne finit pas bien pour la personne qui en parle. Donc ce sont les choses auxquelles nous faisons face dans ce métier. Oui, c'est une forme de provocation. Peut-être qu'il le voit comme ça. Mais en fait, c'est très intéressant que tu mentionnes Taylor Swift parce que je suis une grande fan de Taylor Swift. Et pendant que tu parlais, j'ai pensé à l'une de ses paroles. Elle dit « T'as essayé d'acheter des pilules à une de mes amies dans l'une de ses chansons. » Et je me dis
D'accord. Acheter des pilules, c'est illégal. Est-ce qu'on voit des gens défoncer la porte de Taylor Swift? Ce n'est pas pareil, donc j'imagine qu'il y a d'autres règles ici. Et je pense que beaucoup de flics sont des fans de Taylor Swift. Donc ça joue aussi. Tu sais, hein, je pense que beaucoup de flics aiment bien cette Taylor Swift. Écoute, je pense juste que ça a toujours été comme ça. Tu sais, je suis dans cette industrie depuis les années 90. Même avant d'être dans cette industrie, j'étais un peu, tu sais, dans le milieu, pas dans le milieu légal, mais j'étais dans l'industrie musicale, dans le sens où je connaissais des gens qui étaient rappeurs et ce genre de choses. Et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient juste d'apparaître. Ça a toujours été comme ça, tu sais, les jeunes noirs riches sont souvent plus harcelés. Et c'est juste un fait, je ne sais pas comment le dire autrement. Et c'est comme, je sais que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et ils veulent dire, oh oui, mais tu sais, ces gars-là sont des gangsters ou des fauteurs de troubles, ou peu importe. C'est juste la nature de la bête. Et tu sais, des gars qui roulent en Rolls-Royce se font arrêter plus souvent que, tu sais, un gars de 50 ans qui conduit une Rolls-Royce. D'accord. Je conclus là-dessus car tu l'as évoqué hier au tribunal. Tu as même dit qu'en venant en train, tu rédigeais une requête en irrecevabilité pour annuler ça. C'est pourquoi je voulais te parler aujourd'hui. On en a un peu parlé, les procureurs disent évidemment qu'ils ont assez de preuves pour porter les accusations. Ils foncent à toute allure, peu importe ce que c'est. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, tu vas déposer une requête en irrecevabilité. Tu penses que tu vas réussir à faire rejeter l'affaire? Donc à ce stade, les procureurs ne disent pas vraiment qu'ils vont foncer à toute allure. Je pense qu'ils sont en train de rassembler toutes les informations maintenant. Ce qui se passe, c'est que tout ce processus commence quand l'officier rédige son déclaration sous serment pour obtenir un mandat et le soumet à un juge. Le juge examine généralement cet affidavit, puis statue sur l'existence de motifs raisonnables et dit « Oh, il y a ici des motifs raisonnables suffisants pour délivrer un mandat ». Je pense qu'il n'y avait pas assez de motifs raisonnables pour délivrer un mandat selon la loi. Toute la jurisprudence de l'État de Floride sur la possession constructive, mais à ce stade, c'est de l'eau passée sous les ponts. Non? Donc, une déclaration sous serment établissant des motifs raisonnables est rédigée, le juge l'approuve, le mandat est émis, il est arrêté. Maintenant, c'est au procureur de l'État de décider. Avons-nous suffisamment d'éléments ici, juste en termes des éléments constitutifs? Même pas. Est-ce une question pour le jury? Nous n'en sommes même pas au point où parfois il y a assez d'éléments. Mais un procureur peut dire, il n'y a aucune chance qu'on obtienne une condamnation là-dessus. Même s'il existe des motifs raisonnables suffisants, il n'y a aucune chance qu'on obtienne une condamnation, donc on va abandonner l'affaire. Nous n'en sommes même pas là. Je ne pense même pas que, si vous regardez les accusations réelles ici, s'il y a des éléments qui sont réunis pour la possession constructive conformément à la jurisprudence, ce soit suffisant. Donc nous allons parler au procureur de l'État. Nous lui donnerons la jurisprudence concernée. Nous en discuterons et nous verrons s'il lise la jurisprudence et l'applique à ce qui est là. Cette affaire ne devrait pas aller très loin. Maintenant, il y a d'autres raisons pour lesquelles les affaires vont loin. Des raisons politiques, où vous savez, c'est Kodak. C'est généralement l'une des raisons pour lesquelles les affaires avancent. Et vous savez, quand on regarde l'ensemble des affaires concernant Kodak, comme vous voyez, même la dernière accusation qu'il a eue, l'accusation fédérale, c'était pour avoir mal rempli un formulaire afin d'obtenir une arme à feu. Ce n'était pas l'obtention illégale d'une arme à feu. Donc tous les gros titres parlent d'infractions liées aux armes à feu. Ce n'est pas une infraction liée aux armes à feu. Il a été accusé de la même chose que Hunter Biden. Donc, il ne s'est pas vu proposer de programme alternatif aux poursuites comme Hunter Biden. On ne lui a pas proposé différentes alternatives pour cette affaire. On lui a proposé 4 ans de prison. En fait, on lui a proposé 9 ans de prison. Et j'ai réussi à lui obtenir, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, quand on regarde comment ces affaires sont traitées, d'abord, ce genre d'affaires n'est même jamais poursuivi si vous remplissez un formulaire de façon incorrecte, surtout si vous n'êtes pas un criminel condamné, ce qui était son cas à l'époque. Mais ensuite, se voir proposer une peine de prison pour une infraction administrative et sans possibilité de caution, il n'a même pas été bénéficié d'une remise en liberté sous caution pour une infraction administrative. Et puis, si vous comparez cela à Hunter Biden, non seulement il a bénéficié d'une remise en liberté sous caution, mais il s'est aussi vu proposer un programme alternatif aux poursuites pour une accusation liée aux armes à feu. Cela n'arrive jamais. Alors quand on commence à regarder ces choses-là, on se dit vraiment « Attends une minute, Brad ne peut pas être fou. Brad a raison, on dirait vraiment qu'ils en ont après lui. » Donc vous savez, je sais que les gens en ont probablement marre que je dise ça.
Mais écoutez, si vous avez quelque chose de concret, déposez quelque chose de concret. Ce n'est pas un bon dossier à engager contre lui. C'est tout. Je veux dire, je suis contente que vous soyez venu pour tout expliquer parce que la plupart du temps, on entend les procureurs car on voit les documents du tribunal et on n'a pas toujours l'occasion d'entendre l'avocat de la défense. Entendre votre point de vue et tout exposer va, je pense, intéresser nos téléspectateurs sur l'histoire de Kodak et la situation actuelle. Je veux dire, je ne vous remercierai jamais assez, Bradford Cohen, d'être venu et de nous avoir donné votre point de vue sur l'affaire. Merci encore de m'avoir invité. Nous avons demandé les vidéos de cette affaire. Dès que nous aurons des images de caméras piétons et de caméras embarquées, des interrogatoires ou d'autres détails, nous vous les transmettrons. Pour l'instant, l'épisode d'aujourd'hui de Scandale s'arrête ici. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous voulez en voir plus, suivez-moi sur mes réseaux sociaux comme Instagram. Vous pouvez me trouver sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.